Bienvenue dans le débat. Jusqu'où ira Benyamin Netanyahou? Le Premier ministre israélien dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Israël a intensifié son offensive. De nouveaux bombardements de l'armée israélienne ont eu lieu la nuit dernière dans l'enclave palestinienne. Dans une déclaration commune, 22 pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, mais aussi les Pays-Bas, exigent d'Israël une reprise complète de l'aide à Gaza. Les dirigeants français ont prévenu qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux actions scandaleuses, disent-ils, du gouvernement israélien à Gaza. L'Union européenne, on l'apprend à l'instant, va revoir son accord d'association avec Israël. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Le gouvernement britannique a aujourd'hui suspendu des négociations commerciales avec Israël et convoqué l'ambassadrice d'Israël à Londres. Le Royaume-Uni a aussi imposé des sanctions contre les colons de Cisjordanie. Netanyahou avait réagi en évoquant, je cite, une immense récompense pour le Hamas. La France est aussi déterminée à reconnaître un État palestinien, a réitéré en tout cas le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Inter ce matin. Et sous la pression internationale, hier, après plus de 2 mois de blocus, 5 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza. C'est une goutte d'eau, disent les ONG. Aujourd'hui, l'ONU a finalement été autorisée par Israël à faire entrer environ 100 camions d'aide dans le territoire palestinien. Alors, que fait la communauté internationale? Jusqu'où ira le Premier ministre israélien? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Hélène Conway-Mouret est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Sénatrice représentant des Français établis hors de France et vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Nous avons avec nous Rina Bassiste ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Correspondante de la radio israélienne à Paris et rédactrice au journal américain Al Monitor, également ancienne diplomate. Samy Cohen est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche émérite à Sciences Po, aux séries et auteur du livre, ça vient de sortir, Tuer ou laisser vivre, Israël et la morale de la guerre. C'est aux éditions Flammarion. Israël a donc intensifié son offensive à Gaza depuis le week-end dernier. Avant notre discussion, je vous propose de faire un point en images avec Ludovic de Foucault. L'opération Chariot de Gédéon se poursuit et l'armée israélienne publie ces images de ses troupes qui évoluent au sol dans la bande de Gaza. Selon des habitants et des médecins locaux, une escouade israélienne infiltrée, déguisée en palestinien déplacé, a tué Ahmed Saran, commandant des comités de résistance populaire, un groupe armé lié au Hamas, lors d'une incursion dans la ville de Khan Younes. L'armée multiplie les frappes aériennes sur ce qu'elle décrit comme des positions anti-chars, des cellules militaires, des bâtiments piégés, des infrastructures souterraines et des dépôts d'armes. En attente instruction pour frapper l'abri. Engagé, frapper l'abri. Bien reçu. Exécution. Selon la défense civile palestinienne, 91 personnes ont été tuées dans la seule journée de lundi. Israël a également ordonné aux résidents, déjà déplacés à de nombreuses reprises, d'évacuer les quartiers de Khan Younes au sud vers la zone d'Al-Mawassi, sur la côte. Nous mourons lentement chaque jour. Y a-t-il quelqu'un sur cette planète capable de vivre ce qu'un être humain vit à Gaza? Personne ne peut supporter ce que nous subissons. 2 ans de guerre, de faim, de meurtre, de destruction, de déplacement. Tous ces gens sont des innocents, des civils non armés et nous sommes de nouveau déplacés. Le Premier ministre israélien veut prendre le contrôle de l'ensemble du territoire et a annoncé une victoire totale. Une carte que des diplomates auraient fait fuiter et que le Sunday Times britannique a publiée montre comment Israël s'apprêterait à diviser l'enclave en plusieurs zones militaires et civiles du nord au sud, ce qui entraverait considérablement la circulation des personnes, mais aussi des marchandises. Jérusalem, on retrouve Stéphane Amar, notre correspondant. Stéphane, on voit que la communauté internationale commence à se mobiliser. Les pays européens, l'Union européenne qui veut revoir maintenant son accord d'association avec Israël, le Royaume-Uni qui a annoncé un peu la même chose aujourd'hui, et l'ONU qui finalement a été autorisée à faire entrer 100 camions d'aide dans l'enclave palestinienne. Comment réagit-on en Israël ?
Alors on est bien sûr extrêmement courroucé, vous l'avez dit, Benyamin Netanyahou a accusé ces pays de récompenser le Hamas pour les attaques meurtrières du 7 octobre. Ce soir, le ministère des Affaires étrangères israélien reconnaît que la situation n'a jamais été aussi mauvaise du point de vue diplomatique avec l'Europe. Cela dit, la seule chose qui compte, si j'ose dire, pour les Israéliens, c'est la relation avec les États-Unis. Et pour préciser ce que vous disiez en introduction, c'est bien sous la pression des États-Unis que Benyamin Netanyahou a consenti à faire à nouveau entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il y avait eu des déclarations de Marco Rubio et même de Donald Trump qui s'étaient inquiétés des risques de famine dans la bande de Gaza. Et c'est donc sous la pression de l'administration américaine que les Israéliens ont laissé entrer cette aide humanitaire et non pas sous la pression de la communauté internationale en général. C'est très important de comprendre ça pour comprendre la manière dont Benyamin Netanyahou gère ce conflit tant qu'il aura le soutien des États-Unis, et c'est le cas, tant le soutien diplomatique que le soutien militaire, il aura les mains libres pour continuer cette opération militaire et même l'intensifier dans la bande de Gaza. Jérusalem. Je vous propose d'écouter maintenant Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. C'était sur France Inter ce matin. La violence aveugle, le blocage de l'aide humanitaire par le gouvernement israélien ont fait de Gaza un mouroir, pour ne pas dire un cimetière. Et que cela doit cesser parce que chacun s'en rend compte, c'est une atteinte profonde à la dignité de la personne humaine, c'est une violation absolue de toutes les règles du droit international et c'est contraire à la sécurité d'Israël, à laquelle la France est attachée, parce que qui sème la violence récolte la violence. Hélène Conway-Mouret, comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe à Gaza? Je crois que les termes que le ministre a utilisés sont forts. Quand on est ministre des Affaires étrangères, on a un vocabulaire qui est revu et révisé parce que chaque mot compte. C'est une déclaration là qui se voulait montrer que je crois que la France, comme d'autres pays, sont arrivés au bout de ce qui est supportable. Et donc, il y a quand même enfin une volonté, je crois, d'avancer ensemble, puisque, et cela a été très bien rappelé, l'Europe voit bien que si elle n'est pas unie, si la France devait prendre des sanctions toute seule, cela ne servira à rien. Donc il faut quand même que l'Europe soit unie et parle d'une seule voix, ce qui va peut-être être un peu compliqué avec certains pays, et que les États-Unis, bien évidemment, également, fasse pression, parce que tant que les États-Unis fournissent des armes, eh bien la guerre va continuer. Et donc là, pour essayer de rétablir cette situation humanitaire qui est catastrophique, il faut d'autres signaux. Alors ça passe par des sanctions, ça passe par des condamnations officielles sur le plan diplomatique et ainsi de suite, pour essayer de faire infléchir Benjamin Netanyahou, parce qu'en fait c'est lui qui décide de tout aujourd'hui. Samy Cohen, vous êtes d'accord? Comment vous qualifiez, vous, ce qui se passe en ce moment? Écoutez, je voudrais réagir en deux mots à ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français, M. Barrot. Il a dit il faut faire cesser la violence aveugle. Écoutez, moi, ça fait des années que je travaille sur l'armée israélienne et j'en parle largement dans mon livre sur Israël et la morale de la guerre. Ce n'est pas une violence aveugle, c'est plus compliqué que ça. L'armée israélienne cible des gens du Hamas et du djihad islamique. Cela étant, elle prend très peu de précautions envers les personnes qui se trouvent à proximité ou dans le voisinage des hommes du Hamas. Ça, vous le reconnaissez tout de même. Et non, mais ça, c'est très grave. Parce que ce manque de précautions sont en fait une violation du droit international. Et un État qui attaque, qui a en droit de se défendre, doit prendre toutes les précautions pour protéger les populations civiles. Ça, c'est quelque chose que l'armée israélienne a décidé de ne pas faire depuis son entrée en guerre le 8 octobre. Rina Bassis, justement, pour réagir. Pourquoi est-ce que Netanyahou ne veut pas laisser entrer d'aide humanitaire à Gaza? Bon, là, je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, Netanyahou a sa propre coalition. Il a sa propre considération politique pour sa survie sur la scène israélienne. Et on connaît très bien les personnages du ministre Bezalel Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux personnes qui le poussent en fait à cette aventure assez terrible dans la bande de Gaza d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a aussi les États-Unis.
Et là, on a vu toutes ces déclarations européennes et toutes ces décisions et ce que le ministre Barrot aussi a dit sur France Inter. Mais à la fin, il y a une personne qui peut changer la vie de M. Netanyahou, et ça, c'est M. Trump. Et tout repose sur les Américains, c'est ce qu'on entend depuis. Oui, mais oui. De deux façons. Parce que, d'un côté, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui peut faire changer la vie de M. Netanyahou, c'est M. Trump. Mais de l'autre côté, et ça, il ne faut pas oublier, et je veux bien qu'on met, je ne sais pas, 80-90% de la responsabilité sur lui, mais il y a aussi le Hamas. Il ne faut pas oublier la responsabilité de Hamas sur cela. Il y a des négociations en ce moment. Et là aussi, c'est M. Trump qui peut mettre la pression pour faire avancer ces négociations. Et ça, peut-être, il y aura un moment, une ouverture justement pour arrêter ou pour suspendre en tout cas. Mais pourquoi est-ce qu'il refuse de faire rentrer l'aide humanitaire? Parce qu'en fait, il dit que c'est le Hamas qui en profite et pas la population civile. Oui, c'était ça en fait, ça depuis des semaines, c'est ce qu'il dit en fait. Il dit qu'il y a d'un côté l'aide humanitaire. D'abord, Israël ne reconnaît pas qu'il y a une situation de famine à Gaza, donc là c'est contesté par Israël. Mais de l'autre côté, il dit on sera d'accord à laisser entrer les camions au moment où on sait que ce n'est pas Hamas qui s'en charge. Je ne justifie pas, je donne l'explication côté Netanyahou. Là, depuis quelques jours, le gouvernement israélien a dit on est d'accord qu'il y aura l'aide d'entrée. Ils ont dit aussi qu'ils sont d'accord à ce projet américain avec ces ONG. On ne connaît pas trop, mais il y a un ONG américain qui normalement, à la fin de 7 mois, à la fin du mois de mai, va ouvrir 5 centres de distribution de l'aide humanitaire. On va voir comment ça va marcher. Voilà, alors les ONG sont un peu vent debout contre ce projet parce qu'elles ne le contrôlent pas vraiment. Là, on parle de 100 camions donc, qui ont été autorisés à rentrer dans la bande de Gaza aujourd'hui. Est-ce que justement, David Rigoulet-Rose, là, Netanyahou fait rentrer ces camions parce qu'il y a cette pression internationale ou en tout cas cette pression américaine, comme disait notre correspondant? C'est pas la pression internationale, c'est la pression américaine. C'est vraiment la pression américaine. C'est Donald Trump. Alors, je ne dis pas que la pression internationale n'a pas de portée du tout. Mais la vraie pression, c'est Donald Trump. C'est-à-dire que Benjamin Marco Netanyahou... Rubio s'est félicité il y a quelques heures de voir ces camions entrer dans Gaza, en disant d'ailleurs qu'il y en aurait 100 de plus qui attendaient et qui allaient suivre. Oui, mais justement, Marco, c'est pas anodin que ce soit Marco Rubio qui a eu une conversation téléphonique assez soutenu avec le Premier ministre israélien. Il lui a fait comprendre ce que, je mets des guillemets, le boss voulait. Et en l'occurrence, il considère que là, ça suffit. Et donc, or, Netanyahou a tout misé sur Donald Trump. Donc en réalité, il est très dépendant, malgré tout, de Donald Trump. Il n'est pas aussi libre de ses moyens qu'on peut le penser. C'est le paradoxe de la situation. Bien sûr, il a eu on va dire un appui jusque-là indéfectible, mais en même temps, il ne peut pas tout se permettre. Et là, on arrive au moment où ça bute, justement, et on l'a vu à des éléments assez significatifs, comme la libération avec des négociations directes entre les Américains et le Hamas. Ça n'a pas plu du tout au Premier ministre, mais Trump ne lui a pas demandé son avis. C'est l'accord sur les Houthis qui ont laissé de côté les Israéliens. C'est l'annonce de négociations sans prévenir préalablement le Premier ministre israélien avec l'Iran. Et le dernier élément en date, c'est la levée des sanctions sur la Syrie. Donc on voit bien qu'il y a un dispositif américain qui ne coïncide pas toujours, peu s'en faut même, avec les attentes du gouvernement israélien. Ofer Bronstein, vous nous avez rejoint par Teams, un politologue chargé de mission pour le rapprochement israélo-palestinien, cofondateur et président du Forum international pour la paix. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Votre réaction justement à ce qu'a dit le chef de la diplomatie française, bon, on a bien compris que c'est l'Amérique qui compte, mais tout de même, ce que disait Madame la sénatrice il y a un instant, ce sont tout de même des mots forts qu'a utilisé Jean-Noël Barrot ce matin. Moi, je suis en contact avec des amis à Gaza et je suis effaré par la situation. C'est très difficile à décrire. C'est pas uniquement des problèmes de tir israélien, mais c'est l'après le bombardement. Il y a aujourd'hui des milliers de Palestiniens qui ont besoin de soins et qui n'ont pas de soins. Il y en a des milliers qui se font opérer sans être anesthésiés. Il y a des milliers d'enfants qui sont amputés. Il y a des milliers d'enfants qui sont orphelins, qui se baladent dans les rues de Gaza pour chercher un peu de pain et un peu d'eau. Il y a un problème, une pénurie d'eau, parce que l'eau est complètement contaminée.
Et il y a aujourd'hui, on l'a vu déjà il y a quelques mois, des maladies qui sont en train de se développer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les maladies risquent de toucher la population israélienne. Il y a tout de suite une mobilisation. On l'a vu pour le polio il y a quelques mois, où les Israéliens ont trouvé tout de suite les moyens de permettre à plus de 100 000 Palestiniens d'être vaccinés. Moi, ce que je regrette, c'est que la communauté internationale, c'est bien ce qui se dit. Encore une fois, c'est évident que l'Europe est complètement est divisée. Mais les pressions, comme ça a été dit, doivent être faites contre les Américains. Il faut aujourd'hui pousser les Américains à dire ce qu'il faut dire et à faire ce qu'il faut faire. Le prédécesseur qui a parlé a bien expliqué que la patience de Donald Trump et des Américains est en train de se vaporer. Il est en train de faire plein de choses au Moyen-Orient sans tenir compte des Israéliens. Donc je crois qu'à un moment donné, il va perdre sa patience et il va taper sur la table et M. Netanyahu va devoir lui obéir. Mais je crois que moi, ce qui m'étonne, c'est que le monde arabe est assez silencieux. Et ça, il faut essayer de le comprendre. Vous savez, à la deuxième intifada, au début des années 2000, beaucoup de pays arabes ont rompu leurs relations avec Israël. Aujourd'hui, je ne les vois pas le faire. Je ne suis pas sûr non plus, et je voudrais signaler quelque chose qui est quand même encourageant. Il y a quand même un réveil, il y a quand même aujourd'hui un réveil de la société israélienne. Des chefs d'état-major, des chefs de la police, des ex-patrons des renseignements, des ex-patrons du Mossad, des centaines de pilotes, des centaines d'officiers, des milliers de soldats. D'ailleurs, les réservistes israéliens, contrairement à ce que je dis, ne veulent plus retourner à Gaza. De plus en plus de soldats ne veulent plus aller à Gaza. Donc il y a dans l'intérieur aujourd'hui un réveil de la population qui dit on ne comprend plus à quoi mène cette guerre. Elle n'a aucun sens, elle ne libère pas les otages, au contraire, elle les met en danger et elle ne va pas éliminer le Hamas. Dans la situation actuelle, le paradoxe, c'est pas seulement qu'Israël ne va pas éliminer le Hamas, mais chaque enfant, chaque homme, chaque jeune homme qui est à Gaza aujourd'hui, c'est des terroristes. C'est des terroristes multipliés par 10 par rapport au 7 octobre. S'ils ne vont pas avoir une perspective d'avenir, de l'espoir et continueront à avoir rien à perdre, ce qui s'est fait le 7 octobre sera presque de la rigolade. Ouais. Donc c'est pas seulement qu'on n'élimine pas le Hamas, mais on encourage de futurs terroristes si on ne donne pas de perspective d'espoir aux Palestiniens et si on ne reprend pas le chemin, pas seulement de la reconstruction, mais du débat politique, parce que le conflit israélo-palestinien ne sera résolu que politiquement, jamais militairement. Là, on laisse des traces terribles. Oui. Vous savez, je veux vous avouer. On va y revenir au fer, parce qu'on aimerait faire participer tout le monde dans ce débat et vous avez abordé de nombreux sujets. C'était d'ailleurs, c'est passionnant, mais alors justement, on va y revenir. D'abord, sur le côté diplomatique, on va regarder tout de suite en image tout de même ce que les Européens veulent faire et voir justement l'impact que ça peut avoir. Fini les déclarations convenues et les condamnations discrètes. Au lendemain de l'annonce d'un regain de l'offensive israélienne sur l'enclave palestinienne, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot brandit les menaces. Les Pays-Bas ont proposé le réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous avons soutenu cette initiative. Des déclarations qui font écho à celles exprimées la veille par le Royaume-Uni et le Canada. Conjointement avec la France, les deux pays ont vivement critiqué l'extension des opérations militaires à Gaza et la détérioration de la situation humanitaire. Une situation humanitaire désastreuse, elle aussi vivement dénoncée par la chef de la diplomatie européenne. Je pense que ce qui est important, sur un point où nous partageons tous les mêmes points de vue, c'est que l'aide humanitaire parvienne à Gaza le plus rapidement possible. La décision israélienne de laisser entrer une partie de l'aide n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Des prises de position auxquelles le Premier ministre israélien n'a pas tardé à répondre, les qualifiant de récompense pour le Hamas. En demandant à Israël de mettre fin à sa guerre défensive avant que les terroristes du Hamas à notre frontière soient éliminés et en exigeant la création d'un État palestinien, les dirigeants à Londres, Ottawa et Paris offrent une énorme récompense pour l'attaque meurtrière contre Israël. Les ministres des Affaires étrangères européens doivent aborder le sujet dans la journée à Bruxelles. Au même moment, le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, a affirmé que l'intensification de l'offensive israélienne compromettait toute chance de paix dans le territoire palestinien.
Et voilà, Kaja Kallas, comme je le disais, la chef de la diplomatie européenne, dit que l'Union européenne va revoir son accord d'association avec Israël. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de l'impact des États-Unis et de ce rôle, de ce lien entre Benjamin Netanyahou et Trump, qui est finalement plus ambigu qu'il n'y paraît. Maintenant, ces sanctions, cette volonté de mettre en place des sanctions de la part de l'Europe, Madame la sénatrice, ça reste tout de même important, je veux dire d'un point de vue même symbolique. L'Europe, là, est peut-être plus unie que jamais, puisque les Pays-Bas, qui en général ne veulent jamais s'associer à des sanctions contre Israël, là tout d'un coup serait prêt à le faire. Le Royaume-Uni a également affirmé la même chose aujourd'hui. On est dans une Europe qui parle d'une seule voix là. Oui, enfin, on n'a pas entendu la voix de l'Allemagne, parce que quand même en Europe, le gros problème que nous avons, c'est de porter cette culpabilité collective de ce qui a été imposé, enfin ce qui a été fait, la Shoah a existé, enfin les pogroms, enfin. Et là, ce sont des pays européens qui ont massacré leurs citoyens parce qu'ils étaient de confession juive. Et donc, nous portons cette culpabilité qui fait qu'aujourd'hui, on a un Premier ministre israélien qui joue là-dessus. Parce que dire remercier le Hamas, mais je trouve que c'est un peu facile de dire cela. C'est pas remercier le Hamas que de dire qu'on ne souhaite pas que 2 millions de Gazaouis qui sont aujourd'hui enfermés dans un territoire dont ils ne peuvent même pas sortir, meurent de faim, soient massacrés, parce que ça a été rappelé. Il y a ceux, bien sûr, qui meurent sous les balles, sous les bombes, et puis il y a toutes les victimes civiles qui meurent de faim, qui meurent de problèmes de santé, parce qu'ils ne sont pas soignés. Donc aujourd'hui, nous avons là je crois, une obligation. Donc il faut avancer ensemble, collective, oui, pour préserver. Le ministre l'a dit. Nous souhaitons assurer la sécurité à venir de ce pays. Israël aujourd'hui, enfin le Premier ministre israélien, pour moi, est coupable d'engager son pays. Et ça a été très bien rappelé pour des raisons personnelles aussi, de survie politique de sa propre personne, et puis de satisfaire les quelques-uns extrémistes qui ont quand même un projet politique et idéologique très fort, parce que l'idée, et là c'est mentionné de façon très très claire dans le communiqué de presse, qui sont contre la création d'un État palestinien. C'est cela quand même. Donc c'est Gaza, c'est la Cisjordanie qui est colonisée. Et donc quand on a ce mix-là, eh bien en effet, les Israéliens aujourd'hui, par la position de l'Europe, qui sont contre cette politique-là, qui ne reconnaissent pas cette guerre-là, parce que ce n'est plus une guerre défensive, mais une guerre offensive contre le peuple palestinien, eh bien, ont besoin d'être soutenus. Et je crois que la prise de position de l'Europe pourrait aller dans ce sens-là. Il y a encore des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent dans les rues encore aujourd'hui. On va revenir sur la société israélienne. Donc il faut soutenir ces Israéliens-là, qui ont compris que la paix, c'est la paix pour eux, mais pour les générations à venir. Ils ne veulent pas être accusés de ce que les Européens continuent à porter dans quelques générations. Avant de revenir justement sur la société israélienne, et puis à Gaza aussi, il y a des manifestations maintenant des habitants de Gaza. Sami Cohen, un mot sur ce que veut faire Netanyahou quand il dit qu'il veut prendre le contrôle de Gaza avec cette opération, les chars de Gédéon. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Il veut déplacer la population au sein même de Gaza, la déplacer vers le sud? Est-ce qu'il veut occuper Gaza? Il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il veut faire exactement lorsqu'il dit « je veux prendre le contrôle de Gaza » ? C'est effectivement, un peu comme vous dites, c'est très flou, prendre le contrôle de Gaza, parce qu'en fait, quelles sont les perspectives d'avenir? Premièrement, il refuse que l'autorité palestinienne prenne le relais du Hamas et contrôle et gère la bande de Gaza. C'est terminé. Quelle est l'autre perspective? Une présence internationale. Pour l'instant, on ne voit pas comment cette présence internationale va poindre, tandis que le Hamas est toujours présent et est capable de causer des perturbations assez sérieuses à toute force qui va continuer à essayer de gérer la bande de Gaza. Prendre le contrôle de Gaza, c'est une solution par défaut. Par défaut, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien. Si on veut assurer la sécurité, alors que le Hamas n'a pas rendu les armes, alors que le Hamas n'est pas prêt à négocier avec Israël une solution politique, ça veut dire contrôler, être présent, assurer la sécurité de la population israélienne au sud de la bande de Gaza. Ça veut dire un contrôle absolu, un peu comme celui qui ressemble à la Cisjordanie. Ça veut dire être présent, ratisser le terrain, être présent. Donc c'est l'occupation, c'est l'annexion, c'est quoi en fait ce qu'il souhaite faire? Non, c'est pas forcément. Ça veut dire revenir à avant 2005?
Non, ce n'est pas forcément l'annexion. C'est un peu le retour à 2005, à la position antérieure à 2005, peut-être sans construction des colonies, parce qu'avant 2005, il y avait des colonies israéliennes, peut-être ça ne se fera pas. C'est une posture par défaut. Il n'y a pas de solution politique qui s'esquisse pour l'avenir. Et c'est ça le grand problème. C'est le grand problème, vous pensez? Oui, c'est un grand problème, bien sûr. Quel type de solution politique il pourrait esquisser justement lorsque... Là, on est quoi? Dans une espèce de guerre sans fin, occupation Écoutez, le communiqué de presse de l'Union européenne, des trois puissances européennes de ce matin, elles disent qu'il faut une solution politique à long terme, il faut mettre fin au contrôle du Hamas sur Gaza, solution à 2 États. Tout ça, c'est parfait, tout le monde est d'accord là-dessus. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que aucun dirigeant politique dit comment on lève les obstacles pour arriver à ça. Si on veut mettre fin au mandat du Hamas, comment on fait? Quelle est la solution? Comment faire pour démanteler les colonies afin de permettre à une solution à 2 États de se produire? Moi, ce qui me gêne, c'est que les pays européens ne mettent pas les mains dans le cambouis et disent, écoutez, asseyons-nous et analysons pas seulement les perspectives d'avenir, mais aussi les moyens pour y parvenir. C'est absolument fondamental. Les objectifs seraient définis. Par exemple, Emmanuel Macron va organiser cette conférence à New York avec MBS, à Mohamed Ben Salman, le prince saoudien que Trump vient de voir la semaine dernière, pour reconnaître justement un État palestinien. Mais il dit aussi, le président français, qu'il faudrait que les États arabes reconnaissent Israël. Donc c'est ça, en fait, l'idée. Est-ce que c'est aussi une façon de faire pression sur Israël que de mettre en place cet objectif, Rida Bassiste? Bon, je vais dire peut-être quelque chose qui ne va pas très plaire aux diplomates français et européens, parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que l'Europe essaie de trouver une place, de trouver un rôle, en fait, dans la résolution de ces conflits. Il n'y arrive pas. Et là, on voit encore des tentatives. Parce qu'elle est divisée. Elle est divisée, elle n'a pas assez de force, elle ne veut pas assez, je ne sais pas. Elle finance quand même une partie. Hein. C'est un peu la diplomatie du portefeuille, l'Europe dans la région. Il y a le portefeuille est là, mais la puissance politique est absente. Et là, on voit encore des tentatives dans la même direction. Donc d'abord, cette initiative justement de revisiter peut-être cet accord d'association. Et Madame la sénatrice a évoqué justement les centaines de milliers d'Israéliens qui ont avis différent de M. Netanyahou. Est-ce que vraiment une telle décision de la part de l'Europe, comment ça va être aperçu par ces gens-là? Là, il y aura un pas de non-retour dans les relations entre Israël et l'Europe. Et ça, c'est assez clair. Cette conférence que vous avez évoquée, c'est plus ou moins la même chose. Je crois que le président Macron a eu une idée qui lui semblait grande, qui lui semblait positive, mais au fait, si on regarde tous les préparatifs pour cette conférence, les Saoudiens, ils ne sont pas d'accord pour cette reconnaissance mutuelle. On ne va pas voir une reconnaissance mutuelle, les Saoudiens, le 18 juin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne la veulent pas? Les Américains, ils ne sont pas là. Ils sont pas. On ne sait même pas qui va venir à cette conférence. Donc, il y a des très grands gestes, il y a des très grandes déclarations. Est-ce que c'est vraiment constructif? Je ne suis pas tout à fait sûre. David Rigoulet-Rose, là-dessus, justement, c'est constructif ou pas? Parce que, est-ce que finalement MBS, l'Arabie Saoudite, ne serait pas prête à reconnaître Israël en tant qu'État si Benyamin Netanyahou changeait de politique? Oui, mais il ne changera pas de politique, c'est le problème. C'est le dilemme de MBS, parce qu'avant le 7 octobre, il y avait des contacts qui étaient déjà très approfondis. Il avait fait une déclaration sur Fox News où il évoquait le fait qu'ils étaient très très proches d'un accord. Et c'est le rêve de Donald Trump en réalité. C'est pour ça qu'il est très proche des pétromonarchies, parce que pour lui, et c'est le rêve aussi de Netanyahou, le problème c'est que Netanyahou, il est une obstruction à la réalisation de ce rêve. Et c'est ça que reproche aujourd'hui Donald Trump à Netanyahou, c'est de rendre impossible cette normalisation avec l'Arabie Saoudite qui paracheverait le processus d'Abraham. Mais aujourd'hui, Riyad... Tout en le soutenant un peu comme aucun, même au-delà de ce que Joe Biden, au-delà du soutien de Joe Biden. Oui, mais le problème c'est qu'on sent les tensions là, parce que justement... MBS, le prince héritier, ne peut pas aujourd'hui normaliser. C'est impossible. Donc on se demande à quoi elle va servir, cette conférence à New York. En réalité, il reprend le logiciel américain, mais sans la force américaine qui est derrière.
C'est le problème. Et en même temps, il essaie d'articuler le logiciel américain avec effectivement normalisation des pays et reconnaissance pour pas donner l'impression qu'il y ait une mise en accusation d'une partie contre l'autre. Mais c'est les Américains de toute façon qui décident. Ofer Bronstein, ça sert à quelque chose tout de même lorsque l'Union européenne dit qu'elle va revoir son accord d'association avec Israël? Oui, ça peut avoir un impact très important. N'oublions pas que l'Union européenne est le principal marché économique pour Israël. Presque 40% des exportations israéliennes vont vers l'Union européenne. N'oublions pas qu'Israël fait partie de très grands programmes de recherche et de développement. Ce sont des centaines de millions d'euros dont bénéficient énormément d'universités, de centres de recherche. Et ça peut faire très très mal. Mais au-delà de ça, et Rina a eu raison tout à l'heure. Je crois que la diplomatie européenne, y compris très souvent la française, est très frileuse. Elle n'est pas déterminée. Il y a aujourd'hui 27 représentants européens à Jérusalem et à Tel Aviv. Il y avait jusqu'à quelques jours un envoyé spécial dont personne ne connaît le nom, mais qui a coûté très cher aux contribuables européens. Il y a un envoyé spécial de l'Angleterre, il y en a un pour la Suisse, il y a beaucoup d'envoyés spéciaux, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup de moyens, mais à l'arrivée au niveau politique, c'est voilà, c'est zéro. Donc il y a un manque de détermination des diplomates français et européens, un manque de créativité, un manque de mais quand vous dites, Ofer Bronstein, quand vous dites un manque de créativité, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus fort, de plus créatif? Je vais vous dire, écoutez, quand on dit si la France et quelques pays européens reconnaissent l'État palestinien, ça va faire ni chaud ni froid aux Israéliens, c'est une erreur. La France, c'est pas l'Irlande. La France, c'est pas n'importe quel pays ou la Suède. Si la France vient avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, avec le Portugal, peut-être même avec l'Allemagne, il ne faut pas ne pas croire que l'Allemagne, à un moment donné, va s'y associer. Il y a d'autres pays du G7 qui vont se joindre à cette initiative. Au niveau onusien, au niveau international, ça peut faire mal. Et où se trouve la créativité? C'est que la proposition française dit on reconnaît, jusqu'à maintenant, les Israéliens et les Palestiniens ont négocié, en espérant qu'à la fin de la négociation, la création d'un État palestinien, y compris d'ailleurs M. Netanyahou. L'autre initiative aujourd'hui, c'est de dire tout d'abord on reconnaît et après que les Israéliens et les Palestiniens négocient. On a changé complètement le prisme. Et ça inquiète beaucoup les Israéliens. Et je tiens encore à préciser ce qui a été dit. Il faut absolument soutenir aujourd'hui 75% des... Netanyahou fait des choses contre la volonté de son peuple, et de la majorité de son peuple. Les derniers sondages disent que 75% des Israéliens disent qu'il faut arrêter la guerre parce que c'est le seul moyen de libérer les otages. 75% des Israéliens. Et certains sondages parlent de 80%. Donc il faut aujourd'hui encourager ce mouvement à l'intérieur d'Israël. Et la solution du problème israélo-palestinien viendra de l'extérieur. Il va falloir à un moment donné l'imposer, la communauté internationale, le G7 et les Américains leur dire basta, enough it's enough. Voilà ce qui va se faire, la solution des deux États. Après, on réglera les problèmes techniques. Mais vous nous avez fatigués et vous créez des problèmes chez nous, à Berlin, à Londres, à Paris et ailleurs. Hélène Conombre, je vous fais réagir, mais d'abord un mot, Sami Cohen, sur cette société israélienne. Est-ce qu'effectivement, elle est telle que l'a décrit Ofer Bronstein? Est-ce qu'une partie, en tout cas, on sait qu'il y a des manifestations tous les week-ends, justement pour la libération des otages, mais est-ce que ça grandit? Parce qu'on a l'impression que Benyamin Netanyahou a encore vraiment de forts soutiens tout de même. Écoutez, la pression sur la question des otages grandit, notamment chez les réservistes qui se rendent compte qu'un renforcement, une montée en puissance d'une pression militaire va mettre en danger les otages. Ça, c'est absolument clair. Maintenant, il faut dire une chose, que toutes ces pressions internationales, celles des États-Unis, celles de l'Union européenne, peuvent avoir un impact sur l'aide humanitaire qu'Israël peut produire dans la bande de Gaza. Est-ce qu'elle peut conduire à la création d'un État palestinien? Je ne crois absolument pas. Si vous voulez, pour créer un État palestinien, il faut restituer des territoires. Pour restituer des territoires, il faut un vote de la Knesset. Israël est quand même une démocratie. Une majorité de plus de 70 députés sur 120 sont contre la restitution des territoires. En fait, comment on va faire?
moi, ce qui me semble un point vraiment fondamental, c'est le fait que Netanyahou et le Hamas, chacun d'eux a des objectifs qui sont totalement incompatibles. Le Hamas veut le retrait d'Israël de la bande de Gaza, quitte à lui restituer la plupart des otages vivants ou morts. Mais pour Israël, quel que soit le dirigeant politique, ça veut dire l'échec. Ça veut dire qu'Israël a perdu cette guerre. Ça veut dire retour au statu quo ante, où le Hamas reprend le contrôle de la bande de Gaza. Et Israël a fait 19 mois de guerre, a tué 50 000 Palestiniens, a eu 350 à 400 morts soldats tués pour rien. Ça, c'est le fond du problème. Ça ne concerne pas seulement Netanyahou, ça concerne également tout dirigeant de l'opposition qui pourrait arriver au pouvoir. Donc les négociations sont complètement dans l'impasse, hein, en tout cas. Madame la sénatrice, sur cette question tout de même de l'État palestinien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sami Cohen, ou au contraire ce que dit Ofer Bronstein, c'est-à-dire la France qui a changé de position, puisqu'au départ c'était on ne reconnaît pas tout de suite un État palestinien parce que ça n'est pas le moment, parce qu'il y a eu le 7 octobre, et aujourd'hui à l'inverse, on va le reconnaître parce que peut-être que ça fera bouger les choses derrière. C'est ça en fait le principe. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que je ne vois pas de solution armée de toute façon. Je veux dire, l'armée israélienne n'arrivera jamais à éradiquer l'ensemble des membres du Hamas. C'est absolument illusoire. Donc, à partir du moment que cette guerre, qui est une sorte de guerre hybride, un mouvement terroriste contre une armée conventionnelle qui devrait respecter les règles d'ailleurs d'engagement, mais qu'elle ne fait pas ou plus comme elle devrait le faire. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution armée. Donc, je pense que la solution à 2 États, il faut revenir à quelque chose de réaliste, un projet réaliste. C'est-à-dire qu'il y a 2 peuples avec 2 langues différentes, 2 cultures différentes, 2 religions différentes, qui ont le droit chacun de vivre sur leur territoire. Enfin, c'est Pierre Mendès France qui était juif lui aussi et qui, il y a assez longtemps, prônait cette solution à 2 États. Et depuis, alors nous, au Parlement français, nous avons voté différentes résolutions pour la reconnaissance de 2 États, mais quelque part, nous nous faisons plaisir en disant, nous nous rassurons nous-mêmes en disant, voilà, ça y est, nous avons avancé. Mais ensuite, en effet, vous l'avez très bien dit, il y a un besoin absolument pressant, bien sûr, de faire pression sur Benjamin Netanyahou et les quelques extrémistes autour de lui, et également sur le Hamas. Parce que le Hamas et Netanyahou ont besoin l'un de l'autre. Et quand même, qui a accepté que le Hamas soit armé comme il est aujourd'hui ? Israël contrôlait, il faut le dire à un moment aussi quand même, l'argent qui venait du Qatar pour soutenir la bande de Gaza. Et dans tout cet argent qui rentrait à Gaza, eh bien, avec l'assentiment d'Israël, Netanyahou savait très bien que le Hamas en profitait et prenait son dû. Donc, je crois que l'un et l'autre avaient besoin, vous savez, les extrémismes se nourrissent l'un de l'autre, ils ont besoin de l'un de l'autre pour exister. Donc voilà, donc en effet, on a besoin également, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense que quand même l'Arabie Saoudite a un rôle à jouer aujourd'hui pour faire pression sur Donald Trump. Donald Trump, dans sa tournée, a bien compris qu'il fallait qu'il y ait la paix pour pouvoir faire du business dans la région et qu'aujourd'hui, cette guerre, en fait, ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, je pense que c'est une façon détournée, quelque part, de faire pression sur Trump, parce que moi, je suis tout à fait d'accord, c'est quand même les Américains qui détiennent la clé de la continuité de cette guerre ou pas. Rina Bassist, est-ce que tout de même des sanctions européennes pourraient affecter la société israélienne ? Donc, on parle de ces voix qui se font entendre contre Benjamin Netanyahou, contre sa coalition d'extrême droite. Est-ce que ces voix dissidentes pourraient finalement tout de même émerger de plus en plus parce que la communauté internationale n'est plus d'accord avec ce qui se passe ? Je crois il y a 2 choses là. D'un côté, on a bien sûr la pression internationale, mais de l'autre côté, cet accord d'association, je le mets dans un cas à part. Et pourquoi ? Parce que la répercussion, c'est que ça va entraîner, quand on parle de l'économie israélienne, ça sera quelque chose d'extrêmement grave et probablement irréversible. Donc là, je pense que si vraiment l'Europe opte pour cette direction, ça sera
destructive pour la société israélienne. Et là, l'Europe aura beau à dire on a de bonnes intentions avec les deux peuples. Donc à aucun moment l'image que Israël peut donner justement à l'international ne peut avoir d'impact justement sur la société israélienne elle-même, qui n'est peut-être pas fait pour une guerre éternelle, parce que c'est quand même un peu ça, c'est un peu la guerre sans fin. Bon, d'abord, on est dans une situation malheureusement que depuis le 7 octobre, ce qu'on appelle le pont de la paix a beaucoup de difficultés à exister. Et même avancer cette idée qu'il faut entamer des discussions avec les Palestiniens, même des gens qui soutenaient ça avant, maintenant c'est très difficile pour aller dire. Ils disent oui, on va le faire dans un certain moment, dans un avenir très lointain, mais d'abord, il faut qu'on se reconstruise. Il faut qu'on se soigne. C'est trop polarisé. La société israélienne est trop blessée. Et aussi, il y a la question de avec qui on fait la paix. Et là, je trouvais que c'était un petit peu dangereux, si je peux me permettre, ce que la sénatrice a dit tout à l'heure sur ce qu'il faut mettre la pression sur Netanyahou et Hamas de façon égale. C'est très important quand même que l'Europe reste constant avec cette idée qu'il ne faudra plus qu'il y aura Hamas qui gouverne la bande de Gaza. Pas dire qu'il faut négocier avec eux une telle ou telle solution, qu'il faut mettre la pression pour qu'ils acceptent quelque chose ou une autre. La négociation, à la fin, doit être faite avec les représentants légaux du peuple palestinien, et ça, c'est l'autorité palestinienne. Et M. Mahmoud Abbas a un rôle à jouer que, pour l'instant, il ne joue pas, et ça, c'est sur lui. C'est pas seulement, on ne peut pas juste dire que c'est à cause des extrémistes israéliens qu'il ne joue pas son rôle. Il n'a pas assez condamné ce qui s'est passé au 7 octobre. Il n'a pas assez dit que les Hamas sont absolument illégitimes et que c'est lui qui doit gérer les choses. Ofer Bronstein, vous voulez répondre là-dessus ? Est-ce que l'autorité palestinienne, on a beaucoup parlé avec, d'ailleurs, du temps de Joe Biden, on parlait beaucoup d'un renouvellement de cette autorité palestinienne, c'était toute la politique américaine. Évidemment, tout a changé avec Trump qui, lui, parle de déplacer la population palestinienne de Gaza, donc on n'est plus dans cette perspective-là. Mais l'autorité palestinienne, au final, il y a une alternative ? Tout d'abord, bien sûr qu'il y a des alternatives. On a vu d'ailleurs qu'il y a un vice-président qui a été nommé il y a 2 semaines à la fois de l'OLP et de l'autorité palestinienne. On a vu aujourd'hui un processus de réconciliation avec des leaders de l'OLP comme Nasser Kidwa ou comme Mohamed Dahlan à l'intérieur de l'OLP et du Fatah. On les appelle à revenir sur le terrain. Et bien sûr qu'à un moment donné, le nom de Marwan Barghouti sera soulevé par les uns pour les autres pour qu'il revienne, qu'il soit libéré et qu'il joue un rôle politique. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à Mahmoud Abbas. On oublie quelque chose. Le Premier ministre Netanyahou, les ministres de son gouvernement, pendant des années, ont dit qu'il faut renforcer le Hamas et affaiblir l'autorité palestinienne afin qu'un État palestinien ne puisse pas naître. Donc c'était le renforcement du Hamas, et c'est aussi le travail de la droite et de l'extrême droite israélienne pour que justement empêcher la création d'un État palestinien. Mais n'oublions pas quelque chose. Depuis 2 ans, presque 2 ans, Israël a mené des guerres contre 2 organisations terroristes, pas contre des États. Moi, je suis de ceux qui pensent que s'il y avait eu un État palestinien avant le 7 octobre n'aurait pas eu lieu. Parce qu'il y a une responsabilité. Mahmoud Abbas coopère au niveau sécuritaire tous les jours avec les forces israéliennes. Il y a plus de manifestations pro-palestiniennes à Paris qu'il y en a à Ramallah. Donc il essaye tant bien que mal, avec les peu de moyens qu'il a, de quand même de garder le plus qu'il peut, malgré les provocations des colons, le mieux qu'il peut, le calme en Cisjordanie. Et encore une chose, Mahmoud Abbas, vendredi dernier, a envoyé une vidéo. Il y avait une grande rencontre de plusieurs milliers de militants pour la paix à Jérusalem. Il a envoyé une vidéo qui disait les choses comme elles étaient. 1, que le Hamas était responsable. 2, il a aussi utilisé des noms d'oiseaux pour nommer le Hamas. Et il a dit qu'il devait lâcher les armes, et il a dit qu'il devait libérer sans condition les otages. Depuis le départ, il dit que le Hamas est responsable de la situation. On ne veut pas écouter Mahmoud Abbas parce que, pour des raisons diverses et variées, on ne veut pas le compter. Et encore une chose, moi je pense, encore une fois, que venu de l'extérieur, et pas seulement de la France, une reconnaissance de l'État palestinien, sans conditions, sans parler des colonies, sans parler du Jérusalem, sans parler des réfugiés, ça viendra plus tard entre Israéliens et Palestiniens, va faire bouger les choses. Et je réitère ce que je dis. Oui. S'il y a une détermination, un courage politique de la part de la communauté internationale
pour imposer une paix sur les uns et sur les autres qui sont complètement dépendés. Rina a raison. On n'a plus le temps. On vous a bien de l'Europe. Offert Braunstein, merci beaucoup. Je voulais, permettez-moi encore une chose. On n'a plus le temps. Une chose. On n'a plus le temps. Le 12 juin, voilà, 1000 Israéliens et Palestiniens se réuniront à Paris. 400 personnalités israéliennes et palestiniennes de la société civile qui donc vont se réunir à Paris. Vous en serez d'ailleurs Offert Braunstein, ça sera le 12 juin, donc peu avant cette réunion aux Nations Unies entre MBS et Emmanuel Macron. Voilà, la société civile israélienne et palestinienne, elle a un rôle à jouer. Merci d'avoir été avec nous, Offert Braunstein. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Merci, Sami Cohen, d'avoir été avec nous, David Rigoulet-Rose, Rina Bassiste. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Et je vous dis à demain.